Mes parents ont raté mon mariage pour le voyage à la plage de ma sœur. Des mois plus tard, ils m'ont supplié d'assister à celui de ma sœur et j'ai dit, pas cette fois. J'ai 32 ans et je me suis récemment fiancé à ma compagne, Chloé, qui a 28 ans. Nous sortons ensemble depuis 5 ans et personne n'a été surpris quand je lui ai fait ma demande. Le nouveau mariage de notre famille était en route et tout le monde semblait heureux pour nous. Mes parents nous ont félicités. Ma sœur cadette, Camille, 27 ans, était ravie. Et mon frère aîné, Étienne, 36 ans, a déclaré qu'il attendait avec impatience le grand jour. Tout semblait bien se passer au début. Chloé et moi nous sommes mis d'accord assez rapidement sur la date de notre mariage. Ce n'était pas un choix arbitraire. Nous avons choisi l'anniversaire du jour de notre rencontre. Ce jour avait toujours eu une signification particulière pour nous, et se marier à cette date nous paraissait naturel. Nous avons fixé la date, réservé le lieu et commencé à planifier. Au début, ma famille semblait d'accord. Ma mère m'a interrogé sur les couleurs et les thèmes. Mon père a plaisanté sur le fait de prononcer un discours de mariage mémorable, et Camille et Étienne ont demandé où cela aurait lieu. Rien ne semblait clocher. Quelques semaines plus tard, ma mère a doucement fait remarquer que la date pourrait ne pas convenir à tout le monde. Camille a d'abord été vague, mais elle a rapidement précisé qu'elle avait des vacances qui tombaient en même temps, et Étienne a mentionné son séminaire d'entreprise. Les raisons continuaient de s'accumuler, donnant l'impression que notre mariage était une considération secondaire. J'ai d'abord ignoré cela, pensant que ce n'était rien de significatif jusqu'à ce que Camille fasse clairement savoir qu'elle en était mécontente. Elle m'a informé que notre mariage était prévu pour la semaine de ses vacances annuelles entre filles, qu'elle et ses amis faisaient depuis de nombreuses années. Elle a réagi comme si c'était une question de vie ou de mort, affirmant que c'était un timing horrible et qu'elle ne voulait pas avoir à choisir entre ses vacances et mon mariage. Chloé et moi étions perplexes. La date de notre mariage était fixée depuis des mois. Le voyage de Camille était quelque chose qu'elle et ses amis pouvaient organiser à tout moment. Ce n'était ni une obligation professionnelle ni une urgence familiale. C'était des vacances. Je lui ai dit qu'elle était bien sûr invitée au mariage, mais que nous ne changerions pas la date. C'est à ce moment-là que ma mère a commencé à faire pression. Elle m'a conseillé de chercher un compromis car Camille ne devrait pas avoir à manquer quelque chose d'essentiel pour elle. J'ai répondu que notre mariage n'était pas simplement essentiel pour nous. C'était l'un des jours les plus importants de notre vie. Au lieu de céder, ma mère a redoublé d'efforts, agissant comme si j'étais difficile en ne faisant pas de concessions. Puis Étienne s'en est mêlé. Il a dit que mon mariage tombait le même week-end que le grand séminaire annuel de son entreprise. Apparemment, il y allait chaque année pour le réseautage et le développement d'équipe. Il ne demandait pas ouvertement que nous changions la date, mais il a bien fait comprendre qu'il aurait une décision difficile à prendre. À ce stade, j'avais l'impression que ma famille traitait notre mariage comme un événement facultatif, auquel ils assisteraient si cela leur convenait. Mon père est resté assez silencieux, mais a finalement déclaré « Il se passe beaucoup de choses à cette période de l'année ». Comme si cela justifiait leur point de vue. Chloé était stupéfaite. Elle s'était toujours bien entendue avec ma famille et ne s'attendait pas à une réaction aussi forte pour quelque chose d'aussi simple qu'une date de mariage. Elle m'a demandé si ma famille avait toujours été comme ça, privilégiant leur propre convenance avant de se montrer pour moi. En y repensant, j'ai remarqué qu'ils avaient une tendance à faire cela. Ils s'attendaient constamment à ce que les choses tournent autour d'eux. Ma mère a proposé une autre solution, suggérant de reporter. Elle continuait de présenter la situation comme si nous étions inflexibles, alors qu'en réalité, c'était à nous qu'on demandait de tout réorganiser pour tout le monde. À ce moment-là, j'en avais assez. Je leur ai dit que la date était définitive. Nous n'allions pas reporter simplement parce que Camille voulait siroter des cocktails sur la plage de la Côte d'Azur ou qu'Étienne avait un événement professionnel. Nous avions prévenu tout le monde suffisamment à l'avance et ils étaient les bienvenus s'ils le souhaitaient, mais nous n'allions pas modifier nos plans pour nous adapter à leur emploi du temps. Camille ne l'a pas bien pris. Elle a continué en disant que j'étais égoïste et que la famille devait passer en premier. Je lui ai rappelé que c'était mon mariage, pas un simple repas de famille. Si elle voulait vraiment être là, elle pouvait renoncer à des vacances pour une fois dans sa vie. La situation a commencé à s'envenimer. Un cousin m'a contacté pour m'informer que ma famille discutait de mon comportement difficile. C'était comme s'ils avaient réécrit l'histoire. Ce n'était pas eux qui ne priorisaient pas mon mariage. C'était moi qui rendais les choses difficiles en attendant d'eux qu'ils soient présents. Certaines personnes m'ont soutenu,
tandis que d'autres ont affirmé que je créais une controverse inutile. Chloé m'a averti de ne pas me laisser abattre, et elle avait raison. Nous étions satisfaits de notre décision, et nous n'allions pas laisser cette absurdité gâcher notre enthousiasme. Puis je leur ai donné un dernier avertissement. La date était fixée. Nous n'allions pas la changer. S'ils voulaient être là, c'était formidable. Sinon, c'était leur décision, mais je n'allais pas continuer à entretenir ce débat. Camille et ma mère ont refusé d'accepter cela et ont continué à insister. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement de problèmes d'emploi du temps. C'était une question de contrôle. Ma famille avait l'habitude que je me plie en quatre pour eux, et ils n'aimaient pas que je tienne bon. Très bien, s'ils ne voulaient pas venir, c'était leur choix. Mais je n'allais pas les supplier d'assister à mon mariage. Camille n'a pas lâché l'affaire. Elle a recommencé à m'envoyer des messages le lendemain du jour où j'avais clairement indiqué que la date ne changerait pas. Pas de dispute cette fois, juste une succession de culpabilisations. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle attendait avec impatience son voyage annuel depuis des mois, qu'elle avait déjà tout payé et qu'il était injuste qu'elle doive choisir entre des vacances et le mariage de son propre frère. Toutes les quelques heures, un autre message apparaissait. Elle ne me suppliait plus de changer la date. Elle agissait comme si je lui avais fait du tort en ne le faisant pas. Puis ma mère est intervenue. Au début, les messages n'étaient pas directs. C'étaient des remarques subtiles et presque désinvoltes, comme la famille devrait toujours passer en premier et tu comprendras quand tu auras des enfants un jour. Cependant, il ne lui a pas fallu longtemps pour laisser tomber le masque et en venir au fait. Elle pensait que j'étais obstiné et elle était très déçue que je refuse d'être flexible. Apparemment, Camille n'était pas la seule à avoir un problème. Elle a commencé à décrire d'autres membres de la famille qui étaient furieux. Pas de nom, pas de détails, juste des déclarations générales sur le nombre de personnes qui pensent que tu ne te soucies pas de ta propre famille. Étienne a complètement cessé de répondre. Pas de texto, pas d'appel téléphonique, rien. Jusqu'à présent, il n'avait pas été aussi virulent que Camille, mais il était clair qu'il avait choisi son camp. Je lui ai écrit quelques textos concernant les préparatifs du mariage, pas sur la tourmente, et n'ai reçu aucune réponse. Il a décidé que son événement professionnel était plus important, et c'était tout. Puis mon père a finalement pris la parole. Je m'attendais à ce qu'il me soutienne, mais au lieu de cela, il a hésité avant d'ajouter que lui et ma mère débattaient de leur présence. Au lieu de prendre une décision ferme, il a prétendu que manquer mon mariage était une conséquence involontaire des difficultés familiales. Il a essayé d'adoucir la chose en ajoutant quelque chose sur le fait qu'il ne voulait pas de stress le jour de notre mariage, mais le message restait évident. Ils étaient contrariés que je refuse de céder et ils envisageaient de manquer le mariage de leur propre fils à cause de cela. Les parents de Chloé, de leur côté, n'en croyaient pas leurs oreilles. Ils avaient observé les événements se dérouler, et quand ils ont appris que mes parents pourraient ne pas assister au mariage, ils en ont eu assez d'être aimables. Ils nous ont rassurés à plusieurs reprises que nous n'étions pas en tort et que quoi que ma famille fasse, ils nous soutiendraient totalement. Chloé et moi avons convenu que nous n'attendrions pas que ma famille approuve nos décisions. Le mariage avait toujours lieu, et nous étions impatients de l'organiser. Nous avons commencé à affiner les arrangements, à organiser les événements et à planifier une journée qui serait excitante, peu importe qui se présenterait. C'est à ce moment-là que la famille a commencé à se diviser en équipes. Certains de mes parents, tantes et oncles, m'ont contacté soit pour nous féliciter, soit pour confirmer leur présence, mais certains se rangeaient clairement du côté de mes parents et de Camille. J'ai appris par des bruits de couloir que ma mère et Camille s'étaient plaintes à tout le monde de ma cruauté. Elle disait qu'en refusant de faire des compromis, je créais des problèmes. Puis la publication sur Facebook est arrivée. Ma mère ne s'est jamais adressée à moi personnellement, mais il était clair de qui il s'agissait. Une longue publication passive-agressive sur la façon dont certaines personnes oublient la valeur de la famille et comment c'est une honte quand des actions égoïstes déchirent les êtres chers. Les commentaires étaient tout aussi terribles. Une foule de parents s'y sont joints, tous vagues mais approuvant sans équivoque ses propos. Chloé n'a même pas sourcillé. Elle m'a juste dit de ne pas répondre. Elle a vu ce que c'était, une tentative de m'attirer dans plus de drames, et elle avait raison. Si je m'impliquais, cela se transformerait en un désastre énorme. Au lieu de me laisser entraîner, j'ai suivi le plan que nous avions depuis le début. Nous avons envoyé les invitations de mariage. Nous avons inclus mes parents et avons clairement indiqué qu'ils étaient toujours les bienvenus. C'est à ce moment-là que Camille et Étienne ont officialisé les choses. Tous deux ont décliné.
Ils n'ont pas appelé ni expliqué. Ils ont simplement renvoyé leur carton-réponse avec un non ferme. Mes parents, en revanche, sont restés flous. Ils n'ont pas explicitement refusé, mais n'ont pas non plus confirmé. Ils espéraient toujours que je changerais d'avis. Puis un cousin m'a mis au courant. Ma mère et Camille avaient clairement fait savoir qu'elles n'étaient pas satisfaites de la date du mariage, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elles commencent à décourager discrètement les membres de la famille de venir. Elles n'ont pas explicitement appelé à un boycott, mais leur hostilité constante a suffi à rendre certaines familles méfiantes. C'en était trop, mon point de rupture. J'en avais assez d'essayer d'apaiser des personnes qui ne se souciaient manifestement pas de moi. Je n'allais pas continuer à supplier mes propres parents de se montrer. Chloé et moi nous sommes assis, nous nous sommes regardés et avons pris notre décision. Nous n'allions pas perdre une seconde de plus avec eux. Que ma famille assiste ou non, le mariage allait être fantastique. Et quand la lune de miel est arrivée, nous sommes partis sans rien leur dire. Le jour du mariage est arrivé. Je me suis réveillé tôt, fixant le plafond pendant quelques secondes avant que tout ne devienne clair. C'était enfin arrivé. Après des mois de planification, de tension et de tourmente, aujourd'hui était enfin le jour. Chloé était déjà debout, en train de se préparer dans une autre pièce avec ses témoins. La maison bourdonnait d'enthousiasme. Sa famille était debout depuis l'aube, s'assurant que tout était parfait. Puis mon téléphone a vibré. Un texto d'un cousin. Juste pour que tu saches, tes parents, Camille et Étienne, ne viennent pas, il n'y avait aucune raison, aucun changement d'avis de dernière minute. Juste la confirmation de ce à quoi je m'attendais. J'ai posé mon téléphone et je me suis habillé. Le costume tombait parfaitement. Tout était en place. Dehors, les parents de Chloé s'assuraient que les voitures arrivaient à l'heure, accueillaient les invités et mettaient une musique agréable en fond sonore. Il était évident qu'ils avaient pris le relais. Ils ne traitaient pas cela comme un mariage quelconque. Ils le traitaient comme si c'était le mariage de leur fils, pas de leur fille. La cérémonie était incroyable. Le lieu était bondé, à l'exception des sièges vides réservés à mes parents, Camille et Étienne. Je m'y étais préparé, mais voir ces chaises vides était autre chose. Le père de Chloé l'a conduite à l'hôtel. Sa mère était déjà en larmes, et son frère se tenait fièrement à ses côtés. De mon côté de la famille, il y avait quelques cousins, des tantes et des oncles qui n'avaient pas adhéré aux sottises de ma mère, et ma tante préférée, tante Hélène. C'était la plus grande surprise de la journée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle vienne, mais juste au moment où la cérémonie commençait, elle s'est glissée dans l'une des chaises. Plus tard, elle m'a pris à part et a secoué la tête. Je me fiche de ce que dit ta mère. Tu es mon neveu, et je n'allais pas manquer ça. Chloé et moi avons échangé nos vœux. L'officiant nous a déclarés mari et femme, et c'était tout. Plus de tension. Plus d'attente. Dès que nous nous sommes embrassés, toute l'assemblée a éclaté en acclamations. Le rugissement des applaudissements, des rires et de l'enthousiasme a noyé toutes les pensées que j'avais pour ma famille. Ensuite, il y a eu la réception. La famille de Chloé nous a accueillis avec amour et attention dès notre arrivée. Des toasts ont été portés, les verres se sont entrechoqués, et le repas était délicieux. Chaque fois que je regardais autour de moi, un membre de la famille de Chloé venait prendre de nos nouvelles, s'assurant de notre bonheur et rendant la journée plus mémorable. La tentative de ma famille de rendre ce mariage vide en n'y assistant pas a échoué. Au milieu de la soirée, on m'a remis une enveloppe. Elle venait de mes parents. À l'intérieur, il y avait un chèque et une lettre disant « Nous espérons que tu apprendras un jour la valeur de la famille ». J'ai plié la note et l'ai glissée dans ma poche sans rien dire. Le chèque est allé directement dans ma veste, sans être regardé. Chloé a tout de suite compris. Elle m'a serré la main sous la table et a poursuivi la conversation comme si de rien n'était. Nous avons dansé, plaisanté et pris des photos. Rien n'allait gâcher la soirée. Les photos et vidéos ont ensuite commencé à se propager. Les invités ont commenté à quel point tout était merveilleux. Quelques parents ont même mentionné « J'aurais aimé que mes parents soient présents ». Quelques heures plus tard, Camille a exprimé ses pensées dans une story Instagram énigmatique. Certaines personnes n'accordent pas de valeur aux traditions familiales. Ce n'était pas surprenant, mais c'était contrariant de la voir s'entêter au lieu de réfléchir. Il n'y avait pas de nom ni d'interpellation flagrante, mais le timing disait tout. Le lendemain matin, j'ai reçu un autre message. Cette fois, c'était un message vocal. Ma mère, il était trop long.
Elle ne criait pas, mais son ton était le même que celui qu'elle utilisait quand elle voulait que je sache que j'étais en tort. Elle a parlé de la façon dont la famille se déchirait, comment je les avais repoussés, et comment Camille et Étienne étaient dévastés. Elle a utilisé des commentaires comme « Après tout ce que nous avons fait pour toi, je n'aurais jamais pensé que mon propre fils ferait ça. » Puis mon père a envoyé un SMS. Je regrette la tournure des événements. Cependant, quand j'ai demandé s'il avait essayé de persuader maman ou Camille de reconsidérer, il a éludé la question. Son remords ne portait pas sur ce qui s'était passé. Il portait sur les implications de son silence. Chloé m'a regardé le lire puis a levé les yeux au ciel. Notre mariage était magnifique. Ne les laisse pas le réécrire. Elle avait raison. Nous n'allions pas laisser les culpabilisations nous ramener en arrière. Nous avons fait nos valises et sommes partis pour notre lune de miel en Corse sans dire à personne où nous allions. La lune de miel était parfaite. Pas de soucis, pas de drame, juste moi et Chloé, isolés de tout. Nous avions choisi un charmant complexe avec des plages de sable blanc, des boissons à volonté et un sentiment de calme qui rendait facile d'oublier l'agitation précédant le mariage. Pendant les premiers jours, nous avons gardé nos téléphones éteints. Pas de textos, d'appels ou d'interruptions. Mais le drame ne prend pas de vacances. Un matin, j'ai allumé mon téléphone et j'ai été instantanément inondé d'appels manqués, de textos non lus et de notifications du groupe de discussion familiale. Au début, je les ai ignorés. Puis le téléphone de Chloé s'est également allumé. Ma mère, ma sœur et même Étienne avaient tous appelé et envoyé des textos. Quelque chose s'était passé. J'ai ouvert le groupe de discussion et c'était le chaos total. Ma mère était en pleine crise, s'en prenant aux membres de la famille qui avaient assisté au mariage. Elle disait qu'ils avaient trahi la famille en s'y rendant pour nous soutenir, Chloé et moi. Elle n'était pas seulement contrariée, ils étaient cités par leur nom, accusés d'encourager l'impolitesse et de prendre parti. Tante Hélène, qui m'avait surpris en venant, a été la première cible. Ma mère avait envoyé une longue lettre dramatique sur le fait que je suppose que la loyauté ne signifie plus grand-chose de nos jours et comment certaines personnes sont trop facilement persuadées. Camille a sauté sur l'occasion pour la soutenir. Elle n'essayait même pas de cacher son mécontentement. Elle était personnellement vexée que quelqu'un ose célébrer mon mariage plutôt que de considérer la situation dans son ensemble, comme si ses vacances étaient la situation dans son ensemble. L'un de mes cousins en a eu assez. Laissez-moi bien comprendre. Vous avez manqué le mariage de votre propre fils frère au profit de vacances et d'un événement professionnel, et maintenant vous êtes en colère contre ceux qui y ont assisté. Faites que ça ait un sens. Camille a ignoré cela et est passée directement au rôle de victime. Quelques minutes plus tard, elle a partagé une story Instagram dramatique, une photo en noir et blanc avec une légende insignifiante comme « Certaines personnes oublient qui a toujours été là pour elles, et la loyauté n'est plus ce qu'elle était. » Pendant ce temps, Étienne m'a envoyé un message privé. Il n'avait pas beaucoup parlé auparavant, mais maintenant il admet qu'il ne s'attendait pas à ce que les choses dégénèrent aussi rapidement. Il a fait comme s'il voulait rester neutre, mais n'était pas sûr de comment faire. Son argument était « Je ne veux pas me mettre au milieu de ça. » C'était trop tard. Puis ma mère a fait son prochain coup. Elle a changé de tactique et s'est adressée directement au téléphone de Chloé. Le message était long, culpabilisant et plein d'une fausse sollicitude. Selon elle, je déchirais la famille, et Chloé devait me calmer avant qu'il ne soit trop tard. Chloé a jeté un coup d'œil au message, a grogné et a répondu sans hésiter. Nous sommes en lune de miel. Ce drame ne nous intéresse pas. Elle a ensuite posé son téléphone et est retournée boire son martini. Les gens dans le groupe de discussion ont continué à se disputer. Alors que ma mère et Camille étaient furieuses, un nombre croissant de membres de la famille a commencé à s'opposer. Plus de photos et de vidéos du mariage étaient apparues en ligne, et il était clair à quel point tout le monde avait été joyeux, même sans mes parents, Camille et Étienne. Puis, tante Hélène a craqué. Vous vous humiliez. Vous avez fait votre choix. Maintenant, assumez-les. C'est à ce moment-là que mon père est intervenu. Pas publiquement, bien sûr. Jamais. Il m'a envoyé un message discret et peu convaincant. Je regrette la tournure des événements. C'est tout. Il n'y avait pas d'excuse significative. Pas de prise de position face à ma mère ou à Camille. Juste un autre regret inutile sans plan d'action. Puis Camille a appris pour la lune de miel. Apparemment, elle supposait que nous étions toujours à la maison,
probablement en train de nous occuper du nettoyage post-mariage ou de toute autre chose qu'elle s'attendait à ce que nous fassions. Mais quand elle a appris que nous étions déjà dans un avion et que nous sirotions des boissons sur une plage sans prévenir personne, elle est devenue agitée. La conversation de groupe a de nouveau explosé. Elle a commencé à crier « Waouh, je suppose que nous ne signifions vraiment rien pour toi, et tu n'as même pas pu dire à ta propre famille où tu allais. » C'en était assez pour moi. J'ai envoyé un dernier message. Vous avez tous fait vos choix. J'ai fait le mien. Passez une bonne semaine, ai-je dit, en mettant la discussion en sourdine. Rentrer à la maison après la lune de miel, c'était comme entrer dans un autre univers. Chloé et moi avions passé 3 semaines à siroter des cocktails sur la plage pendant que ma famille avait connu une spirale descendante. Les notifications ont commencé à arriver dès que nous avons atterri et rallumé nos téléphones. Le premier signe de problème a été la crise de ma mère sur Facebook. Elle avait écrit une longue diatribe passionnée sur le fait qu'elle n'aurait jamais imaginé que son propre enfant tournerait le dos à sa famille et comment certaines personnes laissent des étrangers détruire ce qui aurait dû être des relations incassables. Elle ne m'a pas mentionné par mon nom, mais tous ceux qui connaissaient l'incident ont compris de qui elle parlait. Les commentaires étaient remplis de parents éloignés qui s'y mettaient. Certains approuvant, d'autres visiblement mal à l'aise, mais essayant de rester impartiaux. Camille n'était pas loin derrière. Elle a suivi avec une photo triste légendée, certains liens ne sont pas aussi forts qu'on le pense. Pas de nom ni d'interpellation directe, mais le message était clair. Elle cherchait de la compassion et, bien sûr, elle l'a reçue. Ses amis et les membres de sa famille ont rempli les commentaires d'émojis en forme de cœur et de notes disant qu'elle méritait mieux. Puis est venue la division familiale. Un cousin m'a contacté, déclarant que certains membres de la famille pensaient que mes parents et Camille étaient difficiles, tandis que d'autres espéraient simplement que les choses se seraient passées différemment. Ce n'était pas une guerre ouverte, mais il était évident que certaines personnes préféraient éviter les conflits plutôt que d'admettre qui avait tort. Apparemment, certaines personnes accordaient plus d'importance au fait d'éviter la controverse qu'à l'événement du mariage. Puis mon père s'est présenté. Je n'avais eu aucune nouvelle de lui depuis le mariage, seulement ses habituels regrets indifférents. C'était étrange de le voir devant notre maison. Ce n'était pas le genre d'homme à prendre des mesures décisives, mais le voilà, comme s'il avait réalisé que le mal était fait. Il voulait discuter. À l'intérieur, il a hésité, visiblement mal à l'aise. Il a finalement déclaré qu'il n'était pas d'accord avec ce que ma mère et Camille avaient fait, mais qu'il se sentait obligé de garder le silence. Il a raconté comment elles avaient été furieuses dans les semaines précédant le mariage et comment elles avaient clairement fait savoir que s'il essayait de s'opposer, il y aurait des conséquences pour lui aussi. Chloé écoutait en silence, mais je pouvais voir qu'elle n'y croyait pas, et moi non plus. À ce stade, il était évident que mon père savait que ce qui se passait était incorrect, mais il n'avait rien fait pour l'empêcher. Maintenant que tout avait éclaté, il voulait jouer l'intermédiaire impuissant. Chloé ne s'est pas retenue. Elle lui a rappelé qu'il avait laissé faire. Il est resté là à regarder pendant que ma mère et Camille tissaient des mensonges, culpabilisaient des membres de la famille et boycottaient le mariage de leur propre fils pour des raisons absolument ridicules. C'est là que j'ai posé ma condition. S'il me soutenait vraiment et regrettait la tournure des événements, il devait l'exprimer publiquement ainsi qu'à ma mère et à Camille. Pas dans une conversation privée et silencieuse, pas dans un murmure que personne d'autre ne pouvait entendre. Il devait me défendre plutôt que de simplement envoyer des excuses vides de sens. Il a immédiatement reculé. Il a marmonné quelque chose sur la complexité de la situation et sur le fait qu'il ne voulait pas l'aggraver. En d'autres termes, il n'était pas disposé à prendre position. Il préférait rester en arrière-plan et tout observer plutôt que de s'exprimer. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Le dernier coup de Camille est venu après son départ. Elle m'a envoyé un long texto insensé sur mon égoïsme et sur la façon dont j'avais brisé l'harmonie de la famille. Elle n'arrêtait pas de dire que je l'avais embarrassée et que c'est pour ça que plus personne ne te respecte. C'était tout. J'en avais fini. Je l'ai bloqué. Plus de textos. Plus de publications passives-agressives sur les réseaux sociaux. Assez de ces bêtises. Disparu. Peu de temps après, Étienne a pris contact. Son message était simple. J'aurais dû en faire plus. Je suis désolé. Il n'a pas expliqué son silence. Je n'ai pas essayé de le rationaliser, j'ai juste reconnu qu'il n'avait pas réussi à m'aider quand il aurait dû. À ce moment-là, j'ai réalisé que certains membres de la famille ne changeraient jamais. Ma mère et Camille étaient toujours convaincus qu'elle n'avait rien fait de mal.
Mon père était trop lâche pour les défier, mais Étienne commençait à le voir. Peut-être pas assez pour leur tenir tête totalement, mais assez pour reconnaître qu'il avait eu tort. C'était suffisant pour que je sache que Chloé et moi allions de l'avant sans eux. Des mois ont passé. Après le pandémonium du mariage, les effondrements sur les réseaux sociaux et les tentatives de culpabilisation ratées, je pensais que ma famille avait enfin accepté la réalité. J'étais passé à autre chose. Chloé et moi étions satisfaits de nos vies sans le tumulte fréquent. Puis, de nulle part, les textos ont commencé. Ma mère a envoyé un message décontracté du type « Je prends juste de tes nouvelles ». Mais quand je n'ai pas répondu tout de suite, elle a intensifié, me rappelant le mariage prochain de Camille et agissant comme si c'était à moi de faire des excuses pour tout ce qu'ils avaient fait. Camille, qui était restée silencieuse depuis que je l'avais bloquée, m'a soudainement débloqué sur les réseaux sociaux. Elle n'a envoyé aucun message, mais elle a commencé à aimer de vieilles photos datant d'années avant que les choses ne se brisent. Chloé l'a remarqué tout de suite. Elle n'a même pas eu à demander. Ils veulent quelque chose, a-t-elle expliqué. Bien sûr, elle avait raison. Quelques jours plus tard, un de mes parents a révélé que Camille allait se marier. C'était la vraie raison de cette gentillesse soudaine. Elle ne me contactait pas parce que je lui manquais. Elle n'essayait pas de réparer les choses. Elle me demandait d'assister à son mariage. Puis l'invitation est arrivée. Ce n'était pas personnel. Il n'y avait ni mot ni excuse, juste une invitation de mariage normale adressée à moi et à Chloé. Chloé l'a regardée puis m'a regardé. Alors, elle s'attend à ce qu'on agisse comme si de rien n'était. Apparemment, c'est précisément ce qu'ils attendaient. Les textos de ma mère sont devenus extrêmement gentils. Soudain, elle ne parlait plus que d'unité familiale et de nouveau départ. Elle a habilement évité toute la tourmente du mariage, faisant comme si c'était juste une autre réunion de famille typique. Puis, Étienne a appelé. Il n'était pas théâtral, mais le message était clair. Il voulait que je répare les choses en venant. Selon lui, Camille et ma mère voyaient cela comme une excellente occasion pour nous de passer à autre chose. Camille a dû se sentir forcée de me reconnaître car elle m'a finalement envoyé un message directement. Pour la première fois depuis des mois, elle a pris contact. Bien sûr, ce n'était pas des excuses. Elle agissait comme si elle était la plus grande personne. Elle a dit qu'elle me pardonnerait si je venais. C'est tout ce que j'avais besoin de voir. J'ai répondu simplement. Je pensais que tu ne te souciais pas des dates de mariage qui ne t'arrangent pas. J'ai ensuite refusé l'invitation. Maman a immédiatement commencé à appeler. J'ai ignoré les premiers appels. Puis elle a laissé un message avec les mêmes sornettes culpabilisantes qu'auparavant. Je déchirais la famille. J'agissais de manière mesquine. Je blessais Camille le jour le plus important de sa vie. Je n'ai pas réagi. Quelques jours plus tard, j'ai commencé à avoir des nouvelles de la famille. La nouvelle s'était répandue. Camille était furieuse. Elle disait à tout le monde que j'étais immature et rancunier de manquer son mariage. Apparemment, elle était surprise que je garde rancune pour quelque chose de si insignifiant. Chloé a simplement ri en entendant cela. Puis elle a eu une idée fantastique. Réservons un voyage ce week-end-là. Et nous l'avons fait. Un complexe de luxe avec tout compris. Nous nous sommes assurés d'en informer quelques cousins, pas de manière mesquine, mais nonchalamment au cours d'une conversation. Camille a reçu la nouvelle. C'est à ce moment-là que les appels et les messages ont cessé. Camille et ma mère ont dû comprendre que rien de ce qu'elle dirait ne me ferait changer d'avis. Plus de faux textos gentils. Plus de tentatives frénétiques pour me contraindre à y aller. Puis mon père a tendu la main. Un court message. Je regrette la tournure des événements. Comme avant. Les mêmes regrets vides de sens sans véritable action. Je n'ai pas réagi. À ce moment-là, j'avais toute la conclusion dont j'avais besoin. Le mariage de Camille est passé, et je n'en ai rien entendu. Pas de demande de dernière minute. Pas de dernier voyage de culpabilisation. C'était comme s'ils avaient enfin compris que je n'allais pas y aller. Chloé et moi avons passé le week-end à la plage, heureusement inconscients, et c'est là que j'ai compris que nous étions enfin libres. La semaine du mariage de Camille est arrivée, et Chloé et moi n'aurions pas pu être plus détendus. Nous avons passé le week-end comme n'importe quel autre, insouciant et indifférent au drame familial qui avait dominé les derniers mois. Camille avait tenté de manipuler la situation, mais nous étions passés à autre chose. Le week-end du mariage s'est déroulé, et nous l'avons passé dans une tranquillité totale.
Nous ne nous sommes pas laissés prendre par l'intensité de la situation. Je n'ai même pas vérifié mon téléphone pour des textos de ma famille, mais les conséquences sont arrivées rapidement. Un de mes cousins m'a contacté et n'arrêtait pas de rire. Camille avait apparemment raconté l'histoire du frère manquant au reste de la famille. Elle disait à qui voulait l'entendre que j'avais refusé de soutenir ma propre sœur lors de son jour spécial. Mon absence a été en quelque sorte dépeinte comme la pire des trahisons, et elle a fait comme si c'était moi qui blessais la famille. Ce n'était pas seulement Camille. Quelques jours plus tard, je suis allé sur Facebook et j'ai vu le message de ma mère. C'était l'un de ces statuts dramatiques et ambigus clairement destinés à moi. Elle se lamentait sur le fait que certaines personnes ne peuvent tout simplement pas mettre le passé derrière elles et que la famille devrait passer avant les rancunes mesquines. C'était une tentative classique de me culpabiliser pour me soumettre. Étienne m'a envoyé un appel de dernière minute, déclarant qu'il regrettait que les choses se soient passées différemment et espérait que je reconsidérerais ma présence au mariage de Camille. Pour une fois, il a admis que notre famille avait mal géré les choses. Néanmoins, il s'est abstenu de critiquer explicitement leurs actions. Chloé, toujours la voix de la raison, m'a informé qu'aucun d'eux ne s'était soucié de mon mariage. Aucun d'eux n'avait respecté mes limites ou ne m'avait aidé à traverser le problème avec Camille. Elle avait raison. Je ne leur devais rien. Camille m'a envoyé un texto en prétendant être la plus grande personne juste au moment où je pensais que les choses allaient se calmer. Elle a répondu, « Cela signifierait beaucoup si tu venais, mais je comprends si tu gardes encore rancune. » C'était une fausse branche d'olivier, mais j'ai vu clair dans son jeu. Je n'ai pas perdu de temps à échanger des amabilités. J'ai répondu. Tu n'étais pas disposé à changer tes plans pour mon mariage, mais je devrais tout laisser tomber pour le tien. Cela n'a pas bien été reçu. Elle a immédiatement changé de ton. En quelques minutes, elle m'a accusé d'être égoïste et obsédé par le passé. Je n'étais pas surpris. C'était la Camille habituelle, essayant constamment de changer le scénario quand les choses ne se passaient pas comme elle le voulait. Ma mère n'en avait pas fini non plus. Quelques heures plus tard, elle a appelé, en larmes et frénétique. Elle a dit que la famille se déchirait à cause de moi et que si je ne réparais pas les choses, elles ne seraient plus jamais les mêmes. Je n'ai pas marché. J'avais entendu cette manipulation trop de fois. Je lui ai dit clairement, Camille et vous autres avez fait vos choix, et maintenant je fais le mien. Ce fut la dernière fois que j'ai pris ces appels. Concernant le mariage, j'ai entendu des bribes de la famille élargie. Il y avait une petite rumeur de tension tout au long de l'événement, comme Camille critiquant à plusieurs reprises mon absence et à quel point c'était injuste, mais je m'en fichais. Camille avait fait son lit. Maintenant, elle devait s'y coucher. Puis Étienne a envoyé son message. C'était plusieurs jours plus tard, après la fin du mariage. Il m'a informé que le mariage avait été un fiasco à cause de toute l'agitation. La tension était palpable et les gens murmuraient sur la façon dont les querelles familiales avaient tout gâché. Mais Camille a fait un dernier coup méchant. Elle a fait exactement ce que j'attendais. Elle a fait une mise à jour sur Instagram. La légende parlait d'être reconnaissante pour la vraie famille qui s'est montrée et d'éliminer les personnes toxiques de sa vie. L'ironie n'a échappé à personne. Elle m'avait coupé les ponts simplement pour avoir fixé des limites, mais maintenant elle prétendait être l'incarnation de la grâce. Bien sûr, mon père est venu avec une confession privée. Il a reconnu que Camille et maman étaient allés trop loin, mais il a refusé de prendre une position publique. Il a admis qu'il détestait la tournure des événements, mais qu'il avait trop peur pour dire quoi que ce soit. Sa lâcheté était irritante. Il était resté silencieux tout le temps et maintenant il agissait comme s'il était coincé au milieu. À ce moment, j'en avais fini. Chloé et moi n'allions pas perdre une seconde de plus dans ce cirque. Nous n'avions pas besoin de ce tumulte dans notre vie. Au lieu de cela, nous avons programmé un somptueux repas pour célébrer notre nouvelle indépendance. Le mariage de Camille était terminé et nous en étions sortis vainqueurs. Nous n'étions pas préoccupés par le tumulte. Les publications passives-agressives ne nous dérangeaient pas. Ce qui importait, c'est que nous étions satisfaits et rien de ce qu'il faisait ne pouvait nous l'enlever. Nous avons porté un toast à notre paix, à une vie sans poison, à l'élimination des personnes qui n'ajoutaient que du drame et de la manipulation à nos vies, et surtout, à l'avenir que nous construisions sans le poids de leur négativité nous accablant. La famille avait perdu son emprise sur nous. Cela fait un peu plus d'un an depuis le mariage de Camille, et je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille. Je ne suis pas surpris. La poussière est retombée, et bien que j'ai tourné la page, les effets du pandémonium se font encore sentir.
Le mariage de Camille, pour commencer, s'effondre plus vite que je n'aurais pu l'anticiper. Moins d'un an après le mariage, un cousin m'a informé que Camille et son nouveau mari se disputaient constamment. Apparemment, il s'agissait de finances et d'objectifs de vie concurrents, deux préoccupations courantes qui surgissent lorsque les gens se précipitent dans les choses. Camille s'était toujours souciée des apparences, et je suppose que le mariage de conte de fées idéal n'a pas suffi à maintenir les choses ensemble. J'ai entendu dire que Camille était désemparée, mais je n'ai ressenti aucune sympathie. Elle avait passé des mois à me dépeindre comme le méchant de son histoire, mais soudain, le récit changeait. Son mariage n'était pas idéal, et aucun filtre de réseau social ne pouvait changer cela. Maman, comme prévu, faisait toujours semblant que tout allait bien, même si ce n'était pas le cas. Elle n'a jamais reconnu mon mariage, ni en privé, ni en public, pas même avec un commentaire Facebook à demi convaincu. Elle a continué le traitement silencieux, ne partageant jamais de photos ni ne reconnaissant quoi que ce soit. Elle a refusé de reconnaître que la vraie raison pour laquelle je suis parti était parce qu'elle et Camille avaient rendu difficile pour moi de rester. Cependant, j'ai observé quelque chose d'étrange. Mon père a commencé à aimer certaines des photos que je partageais de Chloé et moi. Des clichés de nous en voyage, assistant à des événements et simplement vivant notre vie. Au début, j'ai supposé que c'était une coïncidence, mais non. Il a aimé presque toutes les photos, et a même dit, content de vous voir heureux. Néanmoins, il n'a jamais rien dit publiquement. Il n'a jamais reconnu notre mariage. C'était comme s'il essayait d'offrir sa solidarité sans vraiment être à mes côtés de manière significative. Étienne, qui était resté relativement impartial tout au long, a commencé à montrer des signes de fatigue. Il m'avait contacté à quelques reprises, envoyant des messages désinvoltes sur des sujets sans rapport, de vieux souvenirs de famille et des amis communs. Puis un jour, il l'a simplement dit. Il a avoué que la tourmente de la famille l'avait affecté. Il m'a informé qu'il ne pouvait plus supporter le tumulte entre Camille, maman et papa. Il a affirmé qu'il était constamment pris entre deux feux, essayant de servir de médiateur pendant que tout le monde aggravait la situation. Mais le comportement de Camille ne s'améliorait pas. C'était comme si elle ne pouvait pas supporter d'être celle qui était exclue de tout. J'ai observé une série de publications floues sur ses réseaux sociaux sur le fait de grandir avec des personnes toxiques et de reconnaître qui ne s'en souciait pas. Il était évident qu'elle parlait de moi. Mais à ce moment-là, j'avais cessé de prêter attention à ces bêtises. Puis le véritable retournement de situation est arrivé. Chloé et moi avons découvert que nous attendions un enfant. C'était un moment décisif pour nous, quelque chose que nous espérions et pour lequel nous avions travaillé. Nous avons gardé la nouvelle pour nous au début, ne le disant qu'à quelques membres de la famille qui nous avaient soutenus pendant la tempête. Mais autant que nous voulions profiter de l'occasion, j'aurais dû anticiper comment ma mère réagirait. Elle l'a appris par un parent, pas par moi. Quand elle l'a su, cela a provoqué une crise. La première chose qu'elle a faite a été de me contacter en disant « J'espère que tu ne puniras pas ton enfant de la même manière que tu as puni ta famille. » Elle a eu l'audace de me reprocher de ne pas lui avoir dit en premier, comme si elle avait droit à l'information. Chloé en a eu assez à ce moment-là. Elle a bloqué ma mère et Camille de toutes les plateformes de médias sociaux, ne voulant plus supporter de tumulte. Je ne lui en ai pas voulu. J'en avais assez d'elle depuis longtemps, mais Chloé essayait d'être agréable pour maintenir la paix. Le navire avait coulé. Mon père m'a envoyé une note peu de temps après. Il s'est dit préoccupé par l'éclatement de la famille et a demandé si nous pouvions arranger les choses avant l'arrivée du bébé. C'était le même vieux schéma. Il m'a demandé de simplement pardonner et d'oublier, de laisser tout aller pour le bien de la famille. Mais je ne tombais plus dans le panneau. Je lui ai clairement fait savoir que seules des personnes positives et encourageantes feraient partie de la vie de notre enfant. Aucune exception. Je n'allais pas laisser Camille ou maman nous abattre davantage. C'était un nouveau chapitre pour Chloé et moi. Et je n'allais pas les laisser le gâcher comme il l'avait fait pour tout le reste. Étienne voyait enfin la lumière. Il s'est progressivement éloigné de Camille et de maman. Il a déclaré qu'il pouvait voir à quel point la situation était devenue toxique et qu'il n'avait tout simplement pas l'énergie de gérer le drame. Je pouvais dire qu'il était divisé, mais il comprenait au fond de lui que se ranger du côté de maman et de Camille ne ferait que perpétuer le tumulte. Puis est venu le coup de force final. Chloé et moi avons décidé d'organiser une grande baby shower sans inviter mes proches parents. Ce n'était ni mesquin ni rancunier. C'était juste une représentation simple et honnête de nos sentiments. Nous n'avions pas besoin d'eux pour commémorer cette étape. Nous avions des amis,
des parents éloignés et un solide réseau de soutien qui se souciait vraiment. La fête était tout ce que nous espérions. Heureuse, romantique et sans stress. Les personnes qui comptaient étaient présentes, et c'est tout ce qui importait. Nous n'avions pas besoin de l'approbation de Camille ou de la fausse pitié de maman. Le meilleur dans tout ça? Il n'en avait aucune idée. Il n'était même pas sur la liste des invités, et cela semblait être la plus grande victoire de toutes. Nous étions passés à autre chose, et nous avions l'intention de continuer notre voyage ensemble sans leur bagage. Cela fait plus de 3 ans depuis le mariage de Camille, et tous les doutes que j'avais sur ma décision de rompre les liens avec ma famille ont disparu. Le divorce de Camille a été finalisé la semaine dernière, et le résultat était presque poétique. Moins de 2 ans après le mariage dont elle avait fait tout un spectacle, son mariage avait complètement échoué. Je n'ai pas tous les détails, mais j'en ai assez entendu par des bruits de couloir pour savoir que ce n'était qu'une question de temps. Elle s'était précipitée dans ce mariage comme elle l'avait fait avec tout le reste, et les fissures sont apparues presque immédiatement. Mais fidèle à elle-même, ma mère a tenté de déformer toute la situation. Au lieu d'accepter la responsabilité de son échec, Camille s'est tournée vers Facebook pour répandre l'idée qu'elle avait été trompée par un mauvais mari qui avait profité de son bon cœur. Elle a fait une longue déclaration sur le fait qu'elle était navrée pour Camille, que tout était injuste, et que c'était une leçon sur la confiance envers les autres. Bien sûr, rien n'a été dit sur la façon dont les actions de Camille ont mené au désastre. Ma mère ne pouvait pas se résoudre à accepter son rôle dans tout cela. Puis est venu Étienne. Il m'a envoyé une note tard un soir, simple mais profonde. C'était le genre de communication que j'espérais, mais que je n'attendais pas. Elle disait, « Tu avais raison. Maman et Camille sont toxiques. » C'était tout. Pas de fioritures ni d'excuses, juste les faits. Je n'étais même pas furieux. Étienne avait passé des années à naviguer sur la ligne entre nous et eux, essayant de maintenir la paix. Mais maintenant, il l'avait vu aussi, et je pouvais dire qu'il en avait assez. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je savais qu'Étienne avait besoin de temps pour digérer, tout comme moi. Quelques jours plus tard, ma mère a présenté ses excuses. Elle m'a envoyé un long email exprimant qu'elle était désolée de la tournure des événements et de la difficulté de toute la situation pour elle. Mais comme d'habitude, ce n'étaient pas de véritables excuses. Il s'agissait davantage de la façon dont elle gérait les conséquences, de la difficulté de perdre son enfant, et de son espoir que nous puissions tous nous entendre. Elle a pris soin de noter combien elle avait souffert tout au long de l'épreuve, ce qui, sans surprise, n'incluait pas d'aborder sa contribution au désastre. Puis le vrai coup de théâtre est arrivé. Un cousin, avec qui j'entretenais encore une sorte de contact, m'a contacté pour m'avertir d'un rassemblement familial que ma mère préparait. Maman prévoyait apparemment une réunion surprise pour me pousser à faire des excuses. Elle a dit à tout le monde qu'elle priait pour un miracle qui réunirait la famille. Il était évident qu'elle essayait de me mettre sur la sellette et de me forcer à être le plus grand. Chloé n'avait aucune patience pour cela et je ne pouvais pas lui en vouloir. Elle a déclaré fermement, « Notre enfant n'a pas besoin d'être entouré de cette négativité. » Pas question. Je suis entièrement d'accord avec elle. Nous avions parcouru un long chemin pour créer une existence tranquille, et je n'allais pas laisser ma mère ou Camille nous entraîner à nouveau dans leur drame toxique. Il n'était pas question que j'aille à une réunion où j'étais censé être le méchant. Alors, j'ai fait ce que je devais faire. J'ai officiellement bloqué ma mère, Camille et tous les autres membres de la famille qui continuaient à soutenir leur camp. Ce n'était pas seulement sur les réseaux sociaux. Je les ai bloqués de tout, texto, email, tout. Je n'allais plus jouer à ces jeux. Puis, mon père m'a envoyé un dernier SMS. C'était similaire à ses communications précédentes en ce sens qu'il exprimait des regrets, mais n'était toujours pas disposé à me soutenir ouvertement. Il a simplement répondu, « J'aurais aimé que les choses se passent différemment, mais je comprends pourquoi tu en as fini. » Un simple « je comprends », mais cela ressemblait à une dérobade. Il ne s'est jamais excusé de la façon dont il a laissé ma mère et Camille m'abuser, et il n'a jamais pris de position publique. Il voulait toujours la paix, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas l'accepter. Camille, bien sûr, n'en avait pas fini. Elle m'a envoyé un message directement sur Instagram pour me demander si nous pouvions discuter. Elle m'a informé qu'elle était prête à passer à autre chose et voulait rétablir notre relation familiale. Mais à ce stade, j'en avais assez. Je n'ai même pas ouvert le message. Je n'avais pas besoin de plus de la même vieille manipulation. Elle avait détruit sa réputation.
La campagne de diffamation a commencé peu de temps après. Des amis m'ont informé que Camille disait aux autres que j'avais divisé la famille sans raison apparente. Ce n'était même pas inattendu à ce stade. Elle m'avait dépeint comme le méchant depuis si longtemps. Je n'étais pas surpris d'apprendre qu'elle continuait à le faire dans mon dos. Mais je m'en fichais. Je connaissais la vérité et toutes les personnes qui méritaient d'être dans ma vie aussi. Maman et Camille ont finalement cessé d'essayer de me contacter. Ce n'était pas parce qu'elles avaient eu une profonde prise de conscience ou qu'elles étaient soudainement submergées de chagrin. C'était parce qu'elles ont reconnu que je n'allais pas céder. Je n'allais pas les laisser me ramener dans leur monde de tromperie et de culpabilité. Elles ont cessé d'envoyer des messages et de faire semblant de se soucier. Et c'est là que je me suis vraiment senti libre. Chloé et moi allions mieux que jamais. Notre bébé est arrivé et c'était tout ce que nous pouvions espérer. Nous étions entourés de personnes qui se souciaient vraiment de nous, qui respectaient nos limites et nous soutenaient inconditionnellement. Notre petit était entouré d'amour, et je n'aurais pas pu espérer mieux. Étienne, lui aussi, a commencé à s'éloigner de Camille et de maman. Avec le temps, il a réalisé ce que j'avais toujours su. La seule voie à suivre était sans elle. Je ne suis pas sûr qu'il les confrontera un jour publiquement, mais je suis confiant qu'il voit ce que j'ai vu. En y repensant, les couper de ma vie a été la meilleure décision que j'ai jamais prise. Ce n'était pas facile, mais c'était essentiel. J'ai construit une nouvelle vie, une vie meilleure, et je suis reconnaissant à tous ceux qui m'ont aidé en cours de route. Le reste de la famille peut continuer ses activités actuelles. Mais en ce qui me concerne, j'ai gagné. J'ai choisi la sérénité. J'ai choisi Chloé et j'ai choisi mon enfant.